Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau jeudi live en direct sur LinkedIn. Un jeudi live aujourd'hui consacré à la pensée créative au service de l'entreprise avec un invité de marque encore une fois. Notre invité aujourd'hui est Bruno Vanacci. Bruno Vanacci, bonjour, il ne fait pas encore nuit. Bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Vanacci, euh, je vais décrire votre parcours. Vous êtes un passionné par l'art depuis votre plus jeune âge. Vous êtes enseignant, vous enseignez comme professeur et conférencier depuis plus de 20 ans dans des écoles d'art appliqué, au sein de musées et également en entreprise. Et pour dynamiser la créativité de vos étudiants et celle des salariés en entreprise, votre pédagogie associe l'histoire de l'art et la pratique du dessin. Vous organisez régulièrement des visites et des conférences au musée du Louvre, ainsi que des ateliers de dessin, avec un objectif toujours identique, qui est susciter la curiosité de ceux qui partagent votre passion pour l'art. Nous allons donc parler ensemble de la pensée créative au service de l'entreprise, votre domaine de prédilection étant la création et l'art en particulier. Puisque vous enseignez l'art et son histoire, j'ai une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que la créativité ? Eh bien, merci Johan pour cette invitation. Je suis ravi de parler avec vous de la créativité. Pour cette question, puisque j'enseigne l'art et son histoire, j'ai envie de revenir un peu sur l'histoire du mot très rapidement. Parce que souvent, l'étymologie d'un mot nous indique un peu ce qui se cache derrière le mot. Alors, créativité, création, ça vient d'un mot latin, créare, créo, qui signifie croître, développement, naissance. C'est intéressant parce que ça nous dit tout de suite une chose de la création, c'est que la création, avec son étymologie, ça signifie prendre un espace, se développer. Ça se rapproche d'ailleurs d'un mot grec, et ça c'est très intéressant, parce que ça rappelle à notre culture judéo-chrétienne. Ça se rapproche du mot physis en grec. Physis, que tout le monde connaît. Par exemple, au collège, les collégiens devraient savoir que quand ils rentrent en 6e en cours de physique, eh bien, ils font un cours de nature. Ils vont étudier la nature des choses. Eh bien, la physis en grec, c'est le développement, la croissance. La nature, chez les Grecs, n'est pas du tout vue comme une chose stable, avec des petits oiseaux, des arbres. C'est vu comme un développement permanent, une ouverture. Eh bien, créer et nature, c'est un peu la même origine, un peu le même mot. Ça veut dire la croissance. Donc, la première des choses qu'on pourrait dire, c'est que la créativité, c'est une des formes privilégiées de ce qu'on peut appeler la croissance. Donc, c'est fondamental. Ça participe à l'évolution ? Alors, ça participe à l'évolution, bien évidemment. Pour ce qui est de la nature, j'ai écouté un astrophysicien il y a 2 jours qui disait que la matière s'était développée parce qu'elle était sous l'autorité de la lumière. Et que la lumière avait trouvé différentes formes pour la matière afin de s'émanciper de l'univers. Vous, moi, ce plateau, tout ce que l'on a en face de nous, c'est une émancipation de la lumière au moyen de la matière. C'est comme si la lumière avait une intention. C'est un peu pareil pour la créativité. C'est-à-dire que la créativité, c'est l'expression du vivant. C'est l'expression du vivant. Darwin, il nous l'a bien dit. La créativité, le fait qu'il y ait un code génétique qui va se répliquer avec une petite erreur, ça va créer des possibilités pour le vivant. Ça va faire que des espèces vont être mieux adaptées à l'environnement. Je crois que la créativité, elle est présente, bien évidemment. Allez, on pourrait même dire que j'ai parlé de physis, de nature et de créativité. Pour moi, la nature, c'est l'expression de la créativité. L'homme est issu de la nature. L'homme, l'humanité, qui vient d'ailleurs d'un mot latin humus, je ne vais pas faire mon savant, mais quand même, humilité, humus, c'est la terre. C'est la terre. Donc nous qui sommes issus de cette nature créative, en expansion, nous sommes nous aussi l'expression d'une créativité. Et c'est fondamental d'en prendre conscience. Parce que vous, moi, tout le monde, à mon sens, peut le sentir en soi. Donc ça veut dire que tout le monde peut être créatif ? Je pense que sous certaines conditions, tout le monde peut le devenir. Alors, ces conditions, il y en a plusieurs. Par exemple, la confiance, c'est fondamental. Fidèle, confiante, s'abandonner à l'erreur. Pour moi, les créatifs, prenons des exemples concrets. Un chercheur dans un laboratoire, un biologiste, un physicien. Il ne dit pas, j'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps dans une soirée, il était chercheur en physique. Il ne m'a pas dit, je suis un trouveur.
Ça, il n'y a que Picasso pour dire qu'il est trouve. Picasso avait une formule qui était rigolote, il disait « je ne cherche pas, je trouve ». Mais hormis Picasso, Picasso mis à part, les chercheurs, c'est des gens qui cherchent, donc qui se trompent, qui vont d'erreur en erreur, qui ne font qu'avancer des pions sans savoir où ils vont. Ils ont un but, un objectif, mais on se rend bien compte que en permanence, ça va être... oui, ils sont un peu dans le brouillard, ils cherchent. Et ils créent pour autant. Ils créent, c'est ça la création. Et quand je parle de confiance, je parle des gens qui osent quoi? Qui osent l'erreur. Oser l'erreur, c'est pour moi la définition même un petit peu de ce qu'il faut avoir pour être un créatif ou un créateur, c'est-à-dire la capacité à accepter l'échec, l'erreur, l'à peu près. Et non pas essayer de trouver du premier coup, ou comme on l'entend souvent, la première idée est la bonne, je ne crois pas du tout. Vous faisiez un lien tout à l'heure entre la jeunesse et la créativité. La jeunesse et la créativité, oui, parce que ça, c'est des mots que tout le monde entend et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sociologie du travail pour entendre que dans les entreprises, par exemple, les startups ou même d'autres types d'entreprises, on cherche des jeunes créatifs. Des jeunes créatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les jeunes créatifs? Les jeunes créatifs, c'est... c'est presque un pléonasme. C'est presque un pléonasme. C'est presque un pléonasme, exactement. Les jeunes créatifs, c'est souvent... On s'aperçoit qu'entre 20 et 30 ans, avant qu'on s'installe dans la vie, avant qu'on prenne un crédit, qu'on fasse 2 enfants, on a beaucoup d'idées. On est un peu contre la société, un peu contre ses parents, un peu contre le système. Et on va produire un monde qui correspond un peu mieux à son image. On est créatif parce qu'il y a une expansion de nous-mêmes dans un monde qu'on veut différent de ce qu'il est. Donc les jeunes, dans une entreprise, ils apportent ça. Parce qu'ils apportent cette contradiction qui est souvent innovante en réalité. Un jeune va proposer, regardez, il y a des sacs à dos carrés qui viennent de se créer. Moi, je suis persuadé que derrière, il y a un jeune qui s'est dit, bon, les sacs à dos ronds, j'en veux plus. J'ai envie d'un sac à dos qui me ressemble, dans une société qui me ressemble, dans une société que je vais inventer. Et il a inventé un sac à dos carré, j'en ai acheté un. Bien, je pense que le sac à dos carré est beaucoup plus difficilement envisageable quand on a 50 ans. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, hein. Mais quand on a 50 ans, un crédit, 2 enfants, et qu'on rentre dans le système. Si on cherche des jeunes créatifs, c'est parce qu'il y a cette volonté chez le jeune, encore une fois, d'être un peu contre la société. Un peu révolutionnaire. Un peu révolutionnaire. Être contre. Contre, ça veut dire aussi avec, hein, bien sûr. Sacha Guitry, je crois, disait de mémoire, les femmes, je suis contre, tout contre. Effectivement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui enclenche le principe de créativité? Est-ce qu'on peut mettre en place une structure, une méthodologie, un processus créatif? Alors, est-ce qu'on peut le mettre en place, le processus créatif? Moi, j'ai essayé de le faire dans une de mes écoles. J'ai ici... j'avais une problématique. Quelle était cette problématique? Dans une de mes écoles, j'ai une formation courte d'1 an et de 6 mois. Il faut que des gens qui viennent dans cette école arrivent à se mettre dans la peau d'un créatif, dans quelqu'un qui est dans un processus créateur, dans quelqu'un qui a l'habitude, qui prend l'habitude, parce que moi je crois que la création, la créativité, comme on est en train d'essayer de le définir, c'est quand même une habitude, pour parler comme Bourdieu, un système qui est en place parce qu'on ne s'en rend même plus compte à force de le faire. À force d'être dans la créativité, on ne sait plus concret. Mais quand on n'y est pas trop, quand on n'a pas trop l'habitude de s'y pencher, il fallait un processus. Et ce qu'on a créé, c'est une méthode. Vous savez, méthode, c'est un mot que j'affectionne énormément parce que moi, j'essaie de donner des méthodes à mes jeunes quand même, ou même à des salariés en entreprise. Méthodos, en grec, c'est très beau. Ça veut dire la voie, le chemin. La voie, le chemin que j'emprunte et que je fais emprunter aux autres. Eh bien, on a créé, par exemple, un processus créatif avec des points. Alors, premier point, l'étymologie du thème. Théma en grec, ça veut dire ce qui est posé devant. On donne un thème à des jeunes créatifs, enfin à des jeunes créatifs, à ces étudiants en particulier, et ils vont chercher l'étymologie du mot. Première chose. Deuxième chose, moi je suis plasticien, j'enseigne dans cette école, qui est une école qui a vocation à créer des make-up artistes, donc à peindre sur des corps, c'est très particulier. On va donc travailler sur la ligne. À partir de cette étymologie, quel type de ligne peut s'associer à ce thème? Est-ce que ce sont des lignes, des courbes, des contre-courbes, des lignes géométrisantes, etc. Quel type de tonalité? Une palette chromatique. Quel type de couleur va pouvoir s'associer à ce type de ligne qui s'associe elle-même à cette étymologie, à ce mot, à la présence du mot qu'on a révélé par sa racine ou par ses racines. Et ce processus qui a 10 points permet à l'étudiant de se placer dans une voie,
dans un chemin qui l'amène à la création. On n'est pas créateur comme ça en se levant à 7 heures du matin après un petit café. Sauf, encore une fois, si c'est une habitude. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup le dessin. C'est mon métier. Je me lève le matin, je ne me pose pas 10 000 questions sur ce que je vais faire le matin. Je me mets à travailler parce que la veille, j'étais dans un process. Mais quand la veille, vous n'étiez pas dans un process, quand vous n'avez pas eu l'habitude de créer toute la journée, il faut bien une méthode. Donc c'est du travail aussi. C'est du C'est travail. pas inné. Il y a du talent, certes, mais qui demande à être cultivé, arrosé pour grandir. Complètement. Je suis persuadé que c'est pas que le travail paye, c'est que le travail rend créatif. Très intéressant, merci Bruno. On va continuer avec des questions, mais je vous rappelle que vous pouvez poser vous-même vos questions. On y répondra à la fin de cet entretien. Donc directement sur LinkedIn, vous posez vos questions et nous en aurons le relais. Bruno, quels sont les avantages de la créativité en entreprise? Qu'est-ce que ça amène, la créativité en entreprise? Alors, oui, pour la création d'objets, la création de campagnes, on peut imaginer, ça tombe sous le sens. Oui. Pour une entreprise lambda, de conseil, de comptabilité, qui n'a pas de besoin créatif, est-ce que la créativité amène quelque chose tout de même à toutes les entreprises? Ouais, c'est une bonne question. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'elle amène du bien-être. Il y a un philosophe que j'affectionne, Spinoza, il parlait d'un conatus, c'est-à-dire la persévérance de l'être. Quelqu'un qui crée, quelle que soit sa profession, quel que soit son secteur d'activité, dans une entreprise, à donner du moment où on crée dans cette entreprise les moyens d'expression de la création pour le salarié, il y a une joie inhérente qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on sent que n'importe quel salarié, à donner du moment où on lui donne un espace de créativité possible, ou mieux, qu'on favorise cet espace de créativité au sein de l'entreprise, eh bien, il y a du bien-être pour le salarié. Il sent qu'il est écouté. Il sent qu'il est écouté, il sent qu'il a confiance en lui, il sent qu'on va prendre ses idées en compte, il sent des ressources en lui qu'il méconnaissait et qu'il va pouvoir appréhender, donc se rencontrer. Quelqu'un qui devient ou qui a la possibilité de devenir créatif en entreprise, ben c'est tout, c'est bénéfique. C'est un bénéfice pour l'entreprise comme pour le salarié, parce que c'est son être tout entier qui va se transformer. Et une entreprise, c'est quoi? C'est quoi la force d'une entreprise? C'est les salariés. Si les salariés sont bien, si les salariés créent, se sentent créateurs, ça change tout pour une entreprise. Ça change sa dynamique d'ensemble. Oui, ils se sentent impliqués et écoutés. Ils se sentent impliqués. Et effectivement, même si ils participent à des tâches qui n'ont rien à voir avec leur métier habituel, bah justement, ça crée un lien. Ça crée un lien. Ça crée un lien, ça crée un lien. Et puis moi, je crois surtout que ça crée la possibilité d'expression du salarié, parce que une créativité, ça s'exprime verbalement, par des dessins, par une attitude aussi. Vous savez, le bien-être, la créativité, l'espace de création pour un être humain, je dirais que c'est... qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Ben, c'est quelqu'un qui se réinvente quand même. C'est quelqu'un qui se réinvente en permanence. Si on passe beaucoup de temps au travail, si au travail, on nous donnait la possibilité de nous réinventer un peu plus, et je crois qu'il y a des sociétés qui l'ont compris, hein, les startups, les jeunes sociétés fonctionnent comme ça, eh bien, ça donne des gens d'un dynamisme extraordinaire et de la plus-value pour les entreprises. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Est-ce que vous connaissez la pensée visuelle ou le facilitateur graphique en entreprise? Oui, alors ça c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai pu l'enseigner un tout petit peu dans une école de communication. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, on a compris que qu'est-ce qu'il faut capter chez les gens? Il faut capter de l'attention. L'attention est un bien précieux et rare. Aujourd'hui, avec nos écrans, nos téléphones, avec tout ce que vous voulez de notre civilisation hyper technologique, on est happé en permanence. Quand vous captez un peu d'attention, je vais faire mon cuistre, mon latiniste, ça vient de attentio, qui veut dire l'esprit qui tend vers une seule chose, l'attention, qui signifie aussi peut-être un peu l'amour. Hein, pensez que quand quelqu'un est attentionné, il vous aime. En fait. Quelqu'un qui n'est plus attentionné, c'est qu'il y a déjà moins d'amour. L'attention, c'est très précieux. Quand vous êtes un facilitateur graphique, quand vous exprimez la pensée visuelle au sein d'une entreprise, il y a une réunion, très concrètement, et puis vous captez l'attention des gens. C'est-à-dire que les problématiques qui sont soulevées en entreprise, par exemple entre collaborateurs, vont être dessinées, simplifiées par des petits dessins extrêmement simples,
Il va y avoir un visuel, un déroulé visuel qui va s'opérer en même temps que la réunion. Ça permet aux gens de prendre de la distance vis-à-vis des problématiques qui sont soulevées. Donc, ils prennent de la distance, mais vraiment une distance physique, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils voient. Ça permet aussi d'avoir un déroulé à la fin, par exemple, de cette réunion en disant, tiens, on est passé par là, on a rencontré tel problème, le petit dessin nous suggère telle solution, quelqu'un a soulevé telle solution. Et ça permet aussi une chose très importante que moi, alors moi, je dois le dire, je l'exerce, là je donne un tuyau que j'exerce au sein des entreprises, c'est que vous laissez une trace, vous laissez une marque. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des mails, les gens repensent à vous, ils rentrent dans la salle et ils voient quoi? Vos dessins, ils voient la manière dont vous avez fait dérouler la réunion, avec quel type de dessin vous avez réussi à créer les positionnements de chacun. C'est très important. Moi, quand je dessine en entreprise, le paperboard, il reste là. On peut y repenser, on peut le revoir. C'est pas des mails, quoi. Ça va pas à la corbeille. Ouais, encore une fois, c'est le lien entre, c'est l'immortalité, Ouais. d'un instant en commun. Oui, tout à fait. Il y a une trace, il y a une marque, il y a quelque chose qui reste de ce qui s'est passé. Alors, parfois, c'est effacé parce que c'est au feutre et puis voilà, c'est éphémère. Moi, je conseille d'utiliser des paperboards avec des feuilles parce que ça permet aux salariés de revenir, de regarder à nouveau ce qui s'est produit, etc. Là, je dirais que dans toutes les réunions, un facilitateur graphique, c'est vraiment un plus. C'est le dessin. On voit bien la créativité du dessinateur, mais on voit en même temps, en instant T, si vous voulez, la créativité qui s'opère autour d'une table avec différents collaborateurs en images. Donc, l'image crée une distance vis-à-vis de ce qui est dit. Et cette distance vis-à-vis de ce qui est dit, eh bien, ça crée une richesse extraordinaire, cognitive, parce que du coup, on se met à penser, à réfléchir. Tiens, il a dessiné ça comme ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Toi, tu as soulevé tel problème. Toutes les entreprises devraient y avoir recours. Et je dis pas ça parce que je sais le faire, moi je sais pas le faire. Je sais m'enseigner, mais Nous attendons évidemment vos questions toujours, auxquelles Bruno répondra à la fin de cet entretien. Ne soyez pas timide. Vous enseignez, vous animez des ateliers d'histoire de l'art et de dessin auprès de grandes entreprises, pour n'en citer que deux, comme Vivendi ou le ministère des Finances. Qu'est-ce que vous cherchez à apporter à ces salariés d'entreprise que vous avez en cours? Parce que cherchent ces entreprises en offrant à leurs salariés, parce que ce sont les entreprises qui leur offrent ces ateliers, qu'est-ce qu'elles cherchent à leur offrir en leur offrant ces cours d'art qui, a priori, n'ont aucun lien avec leur métier? Aucun. Oui, alors là, strictement aucun. Quel est le bénéfice de l'entreprise à organiser ces ateliers? Alors, la première réponse, on l'a déjà un tout petit peu donnée, je la reformule en une phrase, c'est du bien-être. Je crois que quand on crée les conditions du bien-être pour les salariés, au sein d'un atelier, on peut parler d'atelier. Alors, concrètement, pour avoir des images, j'arrive dans une entreprise, Vivendi par exemple, on a 10, 15 salariés autour d'une table, on lance des thèmes où je parle d'un artiste ou d'une grande exposition temporaire du moment, Botticelli, Monet, Sisley, peu importe. Et on crée des conditions où la parole va être libre. Il n'y a pas d'autre objectif que d'apprendre les uns des autres. On sort complètement du cadre, oui, des prérogatives de l'entreprise. Il ne s'agit pas, lors de ces réunions, qui n'en sont pas puisque ce sont des ateliers, de trouver une solution à une problématique de l'entreprise. Il s'agit au contraire de libérer une parole, une confiance, une écoute vis-à-vis des autres, entre nous, un rire, pourquoi pas, on rit aussi, à travers la culture, bien sûr, à travers des exercices pratiques de dessin, puisque j'enseigne aussi le dessin, pas que l'histoire de l'art. Et qu'est-ce qui s'échange? Il s'échange non pas de la communication, mais de la parole. C'est-à-dire de la sincérité, ce que nous sommes. Pierre Bourdieu, le sociologue, disait que nos goûts, on disait beaucoup plus sur nous-mêmes que n'importe quoi d'autre. Quand on parle d'un artiste, Picasso, Botticelli, dans l'entreprise, chacun exprime ses goûts. Tiens, j'aime cette couleur, j'aime ce tableau, je préfère l'autre. On en dit beaucoup sur nous-mêmes. On se livre aux autres. Les autres accueillent ce que vous êtes. Et je crois que l'art, le partage des œuvres, et ensuite le fait de les dessiner, de créer de l'attention sur l'œuvre. Donc un type de regard amoureux, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas plus belle attention, par exemple, qu'une maman dans un square qui regarde son enfant, qui a peur pour lui. Elle produit une attention, je suis très attentif, moi, au regard des attentifs. Une maman qui regarde son enfant, elle est tendue vers.
Dans Attention, il faut entendre le mot tendu vers. Eh bien, on est tendu vers le goût des autres, leur rapport au beau. Le beau, c'est une forme de contemplation désintéressée, dit Kant, et c'est vrai. Subitement, on met un Botticelli en entreprise. En tout cas, on diffuse une image de Botticelli et les gens prennent le temps de quoi? Du désintéressement. Ils prennent le temps de la contemplation, c'est-à-dire de sortir de tout cadre pour simplement être là avec l'œuvre. Et je crois que c'est une chance, ces parenthèses. Schopenhauer disait que c'était même la vocation même de l'art, si je me souviens bien, dans Le monde comme volonté et représentation. Qu'est-ce que dit Schopenhauer? Il dit que l'art, c'est le temps du non-désir. On ne désire plus. Vous savez, désirer, c'est toujours avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas. Et là, subitement, quand on regarde une œuvre, on ne désire plus rien, si ce n'est profiter, être bien, être dans la contemplation. Mais attention, c'est pas une contemplation seule, dans un musée, comme ça, avec ses rêveries. On est 10, on est 15. Ensuite, on en parle. On parle de ce que ça nous fait. On parle des sensations que l'art nous produit. Du coup, ça change leur comportement face au travail, Ça change dans leur métier de tous les jours. Moi, je le vois, j'en suis persuadé, et puis j'ai rempli ma mission, si j'en ai une, c'est celle-ci, c'est de rentrer dans une entreprise où il y a parfois des tensions, pas toujours, mais il peut y avoir des tensions entre les salariés. On parle de Botticelli, on parle de la beauté, on parle même parfois un peu comme Platon du beau en soi, et non pas de la beauté d'une chose. Le beau comme substantif, non pas la beauté de cette table ou la beauté de votre veste, Johan, qui est magnifique, mais on parle du beau. Qu'est-ce que le beau comme concept? On parle de ce tableau, on parle de ce que ça nous fait. On développe ensemble une chose essentielle, vous savez, qui rejoint la créativité. La créativité, je l'ai dit tout à l'heure, ça permet à l'être humain de se sentir bien, de se sentir vivant. Quand il crée un humain, moi je le vois à travers mes étudiants, à travers des salariés, quand quelqu'un crée, c'est comme si son enveloppe s'agrandissait. Il prend plus d'espace. Il rejoint l'étymologie de croître. Il croît au sens propre. Eh bien, qu'est-ce qu'un tableau? Ce sont des sens. On diffuse des tableaux, on dessine et on développe nos sens. On sensibilise nos sens, nos 5 sens. Alors, j'ai pas l'odorat en cours ou dans mon entreprise, j'ai pas l'odorat, mais j'ai la vue. Le tableau, c'est de la vue, c'est le sens de la vue. Ce type de sens, le sens, les 5 sens, la vue, va développer un type de sens, une réflexion qu'on va partager ensemble, qui crée du sens. Quel type de création de sens? Le fait de partager un moment de pure contemplation, comme dirait Schopenhauer, de pur désintéressement. On parle de la beauté. Et les gens repartent au bureau avec des solutions. Des solutions non pas sur la beauté, mais sur leurs problématiques qu'ils avaient en entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont une parole libérée. Ils ont une parole libérée. Ils n'ont plus l'injonction de trouver des solutions ensemble. Ça aère un peu l'esprit. Oui, et ils se sont aimés. Ils sont tous égaux en plus, quelle que soit la hiérarchie d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Alors ça, merci de cette réflexion parce qu'elle me donne envie de rebondir. Moi, ce que j'aime en entreprise, c'est que j'ai constamment des directeurs, des secrétaires, des gens de l'accueil, différentes hiérarchies qui partagent le même espace et qui sont tous égaux. Merci Bruno. Est-ce que vous avez une idée qui vous vient des questions qui arrivent, mais on y viendra à la fin. Est-ce qu'il y a une idée que vous pourriez, une idée d'atelier que vous pourriez animer pour nos étudiants d'éthique Paris? Ah bah bien sûr. Alors là, ça serait un plaisir pour moi. En plus, je crois que vous n'êtes pas très très loin de là où j'habite. Effectivement. Vous, votre public, comme tous les publics, c'est un public qui a besoin de culture, qui a besoin de sentir en lui la capacité de créer. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit une valeur ajoutée d'être créatif ou d'avoir la capacité de mobiliser de la créativité. C'est une nécessité. C'est une nécessité aujourd'hui pour un salarié, quel qu'il soit, de pouvoir se réinventer, de pouvoir se réajuster dans son comportement, dans ses tâches, dans sa mobilité même, au sein de l'entreprise. Donc, la créativité au sein de votre école, ce serait des ateliers, parce que je crois beaucoup à la pratique. Même si là, je fais de la théorie et je parle, mais je crois à la praxis, comme disent les Grecs, au faire. Mais pour faire quelque chose, il faut quand même un peu de théorie, un peu de vision, théoria. Et je crois qu'on pourrait très bien les amener à dessiner des choses très simples pour déjà leur faire comprendre comme en entreprise que je peux dessiner. Je peux arriver à faire cette chose extrêmement difficile qui est un art. Avec quelques heures de cours, je peux arriver, moi, à créer un portrait. Et on peut le faire parce qu'il y a une méthode pour le faire. Eh bien, quand vous arrivez à apprendre à dessiner à quelqu'un en 1 heure, je peux vous dire qu'il ressort gonflé à bloc. Parce qu'il se dit, je suis capable.
Donc, Et je crée en plus. ok. Une grande prise de confiance et voire de maturité. Oui, Mais écoutez, on va organiser ça très bientôt pour nos étudiants. avec joie. Alors, ma dernière question, et après nous enchaînerons avec les questions de nos auditeurs. Ouais. Quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises, aux salariés, aux étudiants pour devenir plus créatifs? Ah, c'est une question bien difficile. Oui, je suis d'accord. Et c'est la dernière. Sans moi, donc, hein, pour devenir plus créatif, sans cours, sans atelier, Pourquoi pas? sans Si, ça peut, séminaire. si c'est nécessaire. Si on doit passer par cette phase, pourquoi pas? Bah, c'est difficile à dire parce que la confiance en soi, c'est facile à dire. Ayez confiance en vous. Si c'était si simple. Moi, ce que je leur conseille, Il faut avoir confiance pour être créatif. ouais, je pense, ouais, c'est nécessaire. C'est vrai que des parents qui vous ont accompagné, un grand frère, un mentor, un voisin, quelqu'un qui a pris soin de vous, quelqu'un qui vous a dit tu es capable, tu peux t'exprimer. Expression. Ça veut dire quand même sortir quelque chose qu'on a à l'intérieur. Expression, sortir une pression. Il faut voir que les métiers de créatifs ou de créateurs, c'est quand même des gens qui ont beaucoup de chance. Et j'en fais partie, et j'en ai conscience. C'est de pouvoir s'exercer tous les jours en s'exprimant. C'est-à-dire en sortant une pression qu'on a en nous vers l'extérieur et la partager avec les autres. Qu'est-ce que je peux leur conseiller s'ils n'ont pas eu cette confiance en eux? C'est de s'y mettre très vite. Alors en dessin, par exemple, pour être très concret, avoir une image, on comprend mieux avec des images, moi je conseille souvent à mes jeunes étudiants de prendre un crayon, quand ils doivent faire une robe, pour mes stylistes, et de commencer à faire simplement des ronds, des lignes, une forme, une silhouette maladroite. Et vous savez, c'est comme dans la mythologie d'Hésiode. Du chaos naît l'ordre. Du chaos naît Gaïa, la terre, le plancher, ce qui est ferme, ce qui nous permet d'avancer. Moi, je crois beaucoup aux forces du chaos. Ça ne veut pas dire que je veux le bordel. Ça veut dire qu'à partir du chaos, on va prendre un fil petit à petit et commencer à trouver de l'ordre, à trouver un ajustement des parties, ce qui signifie une harmonie. Donc, le conseil, c'est commencez à dessiner, commencez à mettre des mots sur une feuille, commencez à vous mettre dans une démarche créative, aussi chaotique soit-elle, parce que du chaos naît quelque chose de précieux. Dans la mythologie, c'est quand même le plancher, c'est-à-dire Gaïa, la mer, la terre. Et puis de la terre, Ouranos, Panthos, puis les titans, puis les Olympiens qui vont créer un ordre établi, les Olympiens. Et je crois que le mythe d'Hésiode, du chaos à l'ordre, peut nous raconter dans cette histoire un peu comment nous, on peut s'y prendre, nous humains, pour aller de notre chaos, si on n'a pas eu cette confiance, si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents, un ami, etc. Partir du chaos, partir de votre déséquilibre, partir de votre faiblesse, et commencer à s'y mettre. Et vous allez trouver le fil. Et donc le conseil que vous pourriez donner? Il faut s'y mettre tout de suite. Voilà mon conseil. Prenez un crayon. Pratiquez, quoi. Pratiquez. Essayez, vous lancez. Praxis. Faire. Il faut faire. Ça, c'est la théorie, ce qu'on vient de dire, là. La théogonie d'Hésiode, etc. Mais ce qu'il faut, c'est faire. C'est prendre le risque de Et faire. devenir créatif, artistiquement parlant, permet d'être créatif dans la vie, professionnellement parlant. Moi, je pense qu'on s'est un peu coupé, oui, des mains. On s'est un peu coupé de nos mains aujourd'hui. Alors, on continue avec les pouces et les index, ou surtout les pouces. On tapote beaucoup, c'est très bien. Mais je crois que de faire mal, approximativement, de façon maladroite, n'importe quel type d'activité artistique, ça renforce en vous l'idée que vous en êtes capable. Et vous allez progresser. C'est important de faire un peu de piano, un peu de dessin, un peu de peinture, un peu de ce que vous voulez, de sport, une pratique, faire avec ses mains. Ne pas se couper de la manière. Manière, vous savez, modus, moi je rappelle toujours à mes étudiants en mode que mode, ça vient de modus, la manière. Et la manière, c'est quoi? C'est la manière de marcher, c'est la manière d'être, c'est la manière de parler. Et la manière, ça vient de la main. L'homme, c'est la main. L'homme, c'est le biface. Homo sapiens, d'ailleurs, ça vient de sapio, qui veut dire saveur. Homo sapiens, ça veut dire, on pense toujours à sapiens, ça veut dire sagesse, intelligence, etc. Très beau. Mais ça vient aussi d'un gérondif qui veut dire sapio. Sapio, ça veut dire quoi? Ça veut dire la saveur. On est intelligent parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on développe une sensibilité. Et pour développer cette sensibilité, il faut développer son goût. Donc, le goût et la main. Le rapport aux choses, le rapport au crayon, le rapport au piano, le rapport à ce que vous voulez. Il ne faut pas se couper de la main, d'une pratique. D'accord, merci. J'espère que tout le monde saura se lancer dans le dessin J'espère aussi. pour développer sa créativité en entreprise.
Merci pour ces réponses. Je vais prendre des questions qui arrivent sur LinkedIn. Donc, une question de Grégory Salaco, qui est attaché commercial B2T et formateur freelance. Est-ce que les réseaux sociaux, les médias et autres divertissements modernes n'ont pas réduit la pensée créative? Et que faut-il pour régénérer cette pensée créative de façon pratique? Ça rejoint ce que vous disiez sur le développement de l'utilité du pouce. Ouais. Euh, Oui, bah, est-ce que ça réduit? C'est ça, hein? ouais. Je crois pas. Non, je crois pas que les réseaux sociaux ou les nouveaux médias, Internet, réduisent quoi que ce soit. Au contraire. Ouais. Oui, au contraire. Moi, je m'en sers tous les jours d'Internet, des réseaux sociaux un peu moins. Je dois avouer que je suis pas sur Twitter, je suis un petit peu sur Instagram. Aussi, ouais. Voilà. Encore moins TikTok et compagnie. Mais les médias, les nouveaux médias, c'est une source inépuisable de connaissances, de savoir. C'est la première fois que l'humanité a à disposition autant de savoir. Vous savez, j'avais vu, je conseille à Grégory de regarder, en tapant sur Google. Tape Michel Serres, S-E-2-R-E-S. C'est un philosophe qui est décédé malheureusement depuis peu, qui avait fait une conférence à l'INRA, de mémoire, il y a une dizaine d'années, sur les nouvelles technologies. Et il raconte un peu pourquoi Internet, c'est extraordinaire, parce que c'est un savoir à disposition. Et ce savoir qui est à disposition, c'est-à-dire sorti d'une position, en dehors de la position, laquelle, celle du cerveau, celle de notre tête, nous laisse une place possible de créativité. C'est-à-dire que, puisqu'on a à disposition beaucoup d'informations, mais à l'extérieur de nous, notre cerveau n'est pas mobilisé à apprendre par cœur tout un tas d'informations, elles sont disponibles. On peut aller les piocher. Eh bien, piochons et créons avec notre espace vide. C'est bon d'avoir des espaces vides dans la tête. C'est bon d'être inculte dans certains domaines. C'est bon de ne pas avoir lu Homère totalement, l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'exister, de vous exprimer, de vous épancher à travers les différentes connaissances que vous allez piocher à droite, à gauche sur les fameux réseaux ou sur Internet. Il ne faut pas laisser l'espace vide. En fait, on utilise justement l'espace de vide pour faire autre chose, remplir d'autres choses. Ouais, moi, je me sens souvent, je crois que Socrate, à la fin du banquet, si ma mémoire est bonne, mais peut-être je me trompe de bouquin de Platon, il dit, on lui dit, Socrate, c'est formidable, t'es extraordinaire, t'es plein, t'es machin. Il dit, non, mais moi, non, c'est pas ça, moi. Je suis pas plein, je suis pas rempli, il y a du vide. Et puis les outils de réseaux sociaux type Instagram, etc., permettent une créativité beaucoup plus simple. Et donc, du coup, ça anime l'esprit créatif de tout le monde. Enfin, moi, je fais pas trop de stories ni rien, mais j'en vois qui sont des réalisations hyper créatives. Donc, oui, complètement. Puis c'est ce que vous disiez, parce que la créativité, c'est l'inspiration. On en parlait un peu avec des étudiants. Qu'est-ce que c'est qu'une inspiration? Déjà, c'est ça. S'inspirer, c'est prendre de l'extérieur et faire sien. Donc, les réseaux, les médias, Internet, honnêtement, il y a de quoi respirer pendant 10 000 ans. Ouais. Alors, je rebondis sur la deuxième partie de la question. Que faut-il pour régénérer cette pensée créative de façon pratique? La pensée créative, la création n'est pas forcément pratique, en plus. J'imagine. Si, pratique. Encore une fois, praxis, en grec, ça veut dire faire. Il faut bien qu'elle s'exprime. Utile, en tout cas. Moi, c'est ce que j'entends par de façon pratique, c'est utile. Utile. C'est de toute façon, ça vous est utile de vous sentir créatif. Encore une fois, quand quelqu'un se sent créatif, ça lui est déjà utile à lui. Donc ça, c'est formidable parce que il gagne en confiance, il gagne en vitalité, j'ai envie de dire, en vitalité, parce qu'il sent passer par lui la vie, ce qu'on disait, le développement, la croissance. Et ensuite, moi, j'ai envie de vous dire, il faut se lancer malgré les peurs. Moi, je reviens toujours au chercheur. Hein. C'est quelqu'un qui tâtonne, qui est dans le brouillard, qui est dans son laboratoire. C'est pas un trouveur, c'est un chercheur. Et Dieu sait qu'il met en place de la créativité. Dieu sait qu'il essaie. Et il n'est pas du tout certain de trouver. Okay. Merci pour ces réponses et merci pour cette question. Une deuxième question de Younes Ben Abdelebi. Est-ce que l'art moderne, les NFT, etc., aurait un effet différent sur la perception de l'art en général? Question intéressante. Vous êtes penché sur le phénomène des NFT. Alors, complètement. Entièrement d'accord. Il y a, à mon avis, une perception de l'art qui est totalement différente sur ce type de support artistique. Les NFT, c'est une nouvelle révolution technologique qui
moi, pour le moment, j'ai pas assez de recul pour en penser du bien ou du mal. Ça existe, c'est là. Et ça, Ça le ça mérite d'être attire là. en tout cas. Et ça attire, ça le mérite d'être là, comme dirait l'autre. Après, est-ce que c'est typiquement un art qui est le lieu de la spéculation, qui est le lieu où finalement les sens, moi, ça me dérange un peu, parce que pour moi, l'art, pardon, c'est la possibilité d'expression des sens. C'est la possibilité de la aesthésis, comme disent les Grecs, qui est une discipline que j'étudie tout le temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esthétique, la sensation. L'art, la musique, on parle beaucoup de peinture, mais la musique, la sculpture, l'architecture, la littérature, c'est avant tout quoi? Chez les jeunes, surtout chez les jeunes, la musique, c'est les sensations qu'on cherche. On veut des sensations dans l'art. Moi, si c'est pour être devant un tableau et que ça me fait rien d'autre que réfléchir pendant des plombes, même si, et croyez-moi, la réflexion, c'est un type de sensation, je suis un peu déçu. J'ai envie de sentir, j'ai envie d'entendre une musique qui me touche, vous voyez, au sens propre. Je ne vois pas trop comment les NFT peuvent nous toucher, véritablement. C'est pas parce qu'on possède... J'ai l'impression ils ont coupé le circuit naturel d'une œuvre d'art, en fait, qui naît de l'esprit d'un artiste qui n'est pas forcément connu, qui est exposé, qui plaît, qui touche, qui crée de l'émotion. Et souvent, quand l'artiste est mort, très souvent, hein, c'est là où il explose, il y a de la spéculation. Et là, j'ai l'impression qu'on a tout réduit, on crée, on spécule. Le circuit est beaucoup plus court. Enfin, bon, c'est ma vision un peu économiste de la chose. Je suis d'accord avec vous. Moi, je crois que Nathalie Hennig, il faut regarder une petite vidéo. Alors moi, je vous conseille des vidéos, hein, puisque là, on est sur un support, justement, des nouveaux médias. Je ne vais pas vous conseiller des livres longs, difficiles à lire. Une petite vidéo de Nathalie Hennig, qui est une sociologue de l'art, qui a fait une formation de philosophe d'abord, et qui explique le paradigme de l'art contemporain. Je vous conseille de regarder cette vidéo si vous voulez comprendre, entre autres, ensuite, les NFT. C'est quoi? C'est que de comprendre qu'avec l'art contemporain, dans les œuvres d'art contemporain, on peut rester sur la sensation. Un James Koons, on peut aimer, ne pas aimer. Ça peut nous plaire ou nous déplaire. Ça peut nous déranger ou nous laisser indifférents, c'est difficile en général. On aime, on n'aime pas, c'est assez tranché avec l'art contemporain. Quand vous avez sur une petite clé USB quelque chose, je vois pas bien le positionnement du corps là-dedans. Moi, je veux que le corps interagisse. Mon métier, c'est de travailler avec mon corps au Louvre. Au Louvre, je suis là avec des corps humains. Et on regarde, et on sent, et on est dans la sensation, dans le partage de sensations émotionnelles, intellectuelles, mais émotionnelles. Moi, si on me coupe du monde du corps, je crois qu'on m'enlève la plus grande partie de ce que je suis. Je ne suis pas qu'un pur esprit flottant dans l'espace. Ouais, les NFT, j'ai l'impression que c'est juste une histoire de possession, en fait. Oui. Et non pas d'émotion. Oui, et ça, c'est très grave. Pour Kant, c'est pas possible, par exemple. Donc, c'est pas de l'art, hein. Presque. Alors, c'est pas de l'art. Le problème de l'art, c'est que c'est performatif. Alors, j'explique en deux mots, c'est si quelqu'un qui fait autorité, vous savez que autoritas en latin, c'est-à-dire celui qui élève. Celui qui élève. Si quelqu'un vous dit cette tasse à café, là, cette tasse à café, je ne sais pas si on peut zoomer sur la tasse à café, c'est de l'art. Dans un musée, tout le monde va se mettre à la regarder. Ouais. En se disant il se passe quelque chose. Quelqu'un a dit que c'était de l'art. Et quelqu'un qui fait autorité. Donc, vous voyez bien que c'est performatif. À donner du moment où quelqu'un qui est de ce milieu et qui a une influence sur les autres parce qu'il est du milieu dit c'est de l'art, tout le monde va se regarder. Tout le monde va, ah. Par contre, si vous dites ça, c'est pas de l'art, c'en est plus. Donc, je ne sais pas qui va formuler l'idée que c'est de l'art ou pas. Est-ce que l'art, c'est le partage? C'est Oui. forcément du partage. Ah, c'est une belle question. Est-ce qu'on est seul avec nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas un peu plusieurs? Est-ce que Rimbaud n'a pas raison quand il dit « je est un autre » Est-ce que l'art, c'est pas la possibilité de voir qu'en soi, d'autres que je n'avais jamais sollicités sans l'œuvre existaient en silence en moi? Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que l'art nous permet de nous rencontrer nous-mêmes et de rencontrer des facettes de nous-mêmes insoupçonnées. Quand j'écoute Eminem, je suis tellement loin Le rappeur. le rappeur. Quand j'écoute Eminem, je suis tellement loin de ce qu'il raconte. Et pourtant, je me connecte à ça. Il y a des choses qui se passent en moi. Je me dis, il y a une part de moi que je méconnaissais, qui était restée dans l'ombre, que l'œuvre active en moi. Et puis quand je regarde un clip de rappeur, avec des filles autour de la piscine, tout ça, c'est loin de moi. Et de mes valeurs féministes, auxquelles je crois. Pourtant, il y a une part de moi qui adhère. Ça active des choses en moi. Alors des choses que j'ai pas envie de voir, parfois des choses que j'ai envie de voir. Je crois que l'œuvre d'art, elle peut avoir un rapport avec vous parce que vous êtes plusieurs. Et puis après, vous avez raison. En entreprise, on fédère autour d'une œuvre d'art.
Dans mes cours, on parle des œuvres d'art, on partage. Au Louvre, quand je suis au Louvre avec mes étudiants, j'y suis toutes les semaines, c'est ma résidence secondaire. Elle fait 73 000 mètres carrés, j'ai beaucoup de chance. Eh bien, on partage des émotions, on partage des sensations, mais parce qu'il y a une œuvre qui est face à nous, qui est matérielle, qui est là, on peut la voir, on peut peut-être pas la toucher tout le temps. Je crois qu'il y a une salle pour les non-voyants au Louvre. Et ça, c'est très bien parce que du coup, moi, je fais souvent l'exercice avec mes étudiants de leur fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous allez toucher les œuvres, et ils touchent les œuvres étant coupés de la vue. Vous savez, la vue, c'est tout le rapport. Nietzsche disait que l'homme avait privilégié la vue, la distance, l'esprit critique. Subitement, on touche les œuvres. Au Louvre, on peut toucher les œuvres. Il y a une salle où on peut toucher les œuvres. Et là, on se reconnecte à quoi? À ce qu'on disait tout à l'heure, on partage des sensations. Pour en parler des heures, n'est-ce pas? Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie, Bruno. Merci pour votre intervention passionnante. Merci beaucoup au lycée Saint-Nicolas, qui nous a accueillis chaleureusement une fois encore. Merci à tous ceux qui ont fait en sorte que ce plateau se passe à merveille comme d'habitude. Merci à Tenguis, merci à Morgane, merci à Mathis, merci à Mathieu, merci également au professeur, à Bruno et Pascal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de notre actualité ludique, pédagogique, professionnelle. Nous sommes évidemment sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, vu que vous nous suivez, et sur Twitter. Et rendez-vous dans un mois pour un prochain Jeudi Live. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci. Merci, Joanne. C'était un plaisir. Partagez.